Au cours des derniers mois, les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada ont connu des tensions importantes en raison de l'imposition de droits de douane et des mesures de représailles qui ont suivi. Bien que le différend commercial entre les États-Unis et le Canada ait d'abord concerné des affrontements au niveau fédéral, il s'est maintenant élargi, les provinces canadiennes prenant des mesures de représailles individuelles. La Colombie-Britannique s'est révélée être l'exemple le plus marquant en mettant en place des mesures économiques ciblées contre les États-Unis. Avant d'examiner les détails de cette confrontation, il est important de revenir brièvement sur le contexte de l'escalade des tensions commerciales. Le 1er février, le président Donald Trump a signé des décrets exécutifs imposant un tarif de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, avec un tarif réduit de 10% sur les produits énergétiques canadiens. Ces mesures ont été justifiées par l'administration américaine comme nécessaires pour traiter des problèmes liés à l'immigration illégale et au trafic de drogue, en particulier le fentanyl traversant la frontière nord. Le 2 février, le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé des plans pour imposer des droits de douane de 25% sur les produits américains, visant des produits tels que le jus d'orange, le vin, les spiritueux, la bière, le café, les appareils électroménagers, les vêtements, les chaussures, les motos, les cosmétiques et certains produits en papier, représentant un total de 30 milliards de dollars. Le 3 février, les deux pays sont convenus d'un délai d'1 mois pour la mise en œuvre des droits de douane afin de permettre des négociations. Le Canada s'est engagé à nommer un responsable du fentanyl et à renforcer les mesures de sécurité frontalières, tandis que le Mexique a accepté de déployer des troupes supplémentaires à sa frontière nord. Le 10 février, le président Trump a annoncé un tarif de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de tous les pays, y compris le Canada et le Mexique, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Le 3 mars, le président Trump a confirmé que les droits de douane retardés précédemment prendraient effet le 4 mars, affirmant qu'il n'y avait plus de place pour de nouvelles négociations. Cette annonce a entraîné une forte baisse des marchés boursiers américains, l'indice S&P 500 chutant de 1,8% et l'indice Nasdaq 100 de 2,6%. Le 4 mars, les États-Unis ont mis en œuvre des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et le Canada a simultanément imposé ses droits de douane de représailles sur les produits américains d'une valeur de 30 milliards de dollars. Le 6 mars, les États-Unis ont annoncé un délai de 30 jours sur les droits de douane pour les produits conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, couvrant environ 38% des importations canadiennes. En réponse, le Canada a suspendu l'expansion prévue des droits de douane, mais a maintenu ceux déjà en vigueur. Le 12 mars, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada. En représailles, le Canada a annoncé qu'à partir du 13 mars, il mettrait en œuvre des droits de douane de 25% sur un supplément de 2,6 milliards de dollars de produits américains, y compris de l'acier, de l'aluminium et divers autres produits. Le 13 mars, les droits de douane supplémentaires du Canada ont pris effet, intensifiant davantage le différend commercial entre les deux pays. La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada s'est intensifiée, dépassant les affrontements au niveau fédéral, avec des provinces canadiennes mettant en œuvre des mesures supplémentaires pour contrer les tarifs américains. L'Ontario a suspendu les achats d'alcool auprès des producteurs américains. Le Québec a répondu de manière similaire en retirant les produits américains des étagères des magasins de spiritueux et en lançant un examen approfondi des contrats de passation des marchés gouvernementaux impliquant des entreprises américaines. D'autres provinces ont emboîté le pas avec des réponses ciblées. Le Manitoba et Terre-Neuve et Labrador ont interdit les ventes d'alcool américain, ce qui reflète une solidarité provinciale généralisée. La Nouvelle-Écosse a doublé les frais de péage autoroutier en augmentant les frais spécifiquement pour les véhicules américains entrant dans la province. Le Yukon a mis en place une interdiction de vente d'alcool et un examen détaillé de ses contrats avec des entreprises américaines, identifiant des opportunités de représailles économiques supplémentaires. La Colombie-Britannique s'est distinguée en mettant en place des interdictions sélectives d'importation d'alcool
en provenance des États républicains américains dans le cadre d'une contre-mesure économique plus large. Début mars 2025, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé des projets de législation visant à donner à la province le pouvoir d'imposer des péages ou des frais sur les véhicules commerciaux américains traversant la Colombie-Britannique en direction de l'Alaska. Cette proposition fait partie d'un ensemble plus large de mesures de représailles en réponse aux actions commerciales américaines. La loi sur la réponse économique à la stabilisation des tarifs, introduite à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, autoriserait ces péages, bien qu'ils ne soient pas automatiquement appliqués sans une action supplémentaire du gouvernement. Le Premier ministre a clairement indiqué que l'objectif de l'autorité des péages était de cibler les camions commerciaux utilisant les routes de la Colombie-Britannique pour se rendre en Alaska. Les véhicules privés, les touristes ou les déplacements personnels n'ont pas été explicitement mentionnés, ce qui indique que l'accent était mis sur le transport de marchandises. Selon EB, cette mesure était une réponse directe aux menaces de tarifs américains permettant à la province d'imposer des frais aux camions commerciaux qui transitent par la Colombie-Britannique en direction de l'Alaska. Il a ajouté que cela représentait une manière de répondre aux pressions commerciales américaines. Bien que les détails aient été vagues au départ, l'outil législatif a été conçu comme un moyen de dissuasion ou de levier de négociation. EB a précisé que les frais ne seraient peut-être pas immédiatement appliqués, mais que la Colombie-Britannique voulait avoir cette option disponible en réponse aux menaces américaines. Même la possibilité de tels péages a alarmé l'Alaska, en raison de la dépendance de l'État aux routes traversant la Colombie-Britannique. Les péages sur les camions commerciaux augmenteraient le coût du transport terrestre. Les importateurs et les entreprises de camionnage de l'Alaska, risquant de voir une augmentation significative des frais pour chaque passage au Canada, qui serait probablement répercuté sur les consommateurs. Le directeur exécutif de l'Alaska Trucking Association a averti que de telles mesures augmenteraient considérablement les coûts de transport, perturberaient les chaînes d'approvisionnement et augmenterait les prix des biens essentiels dont les habitants de l'Alaska dépendent. Des coûts plus élevés sur les marchandises transportées par camion pourraient affecter particulièrement les prix des produits frais, des courses et d'autres fournitures dans l'intérieur de l'Alaska et les communautés reliées par la route, ces articles étant souvent transportés par camion depuis les 48 États. Bien que des alternatives comme le fret maritime existent, elles présentent des limitations en termes de vitesse et de capacité pour certains articles. En résumé, un péage en Colombie-Britannique agirait comme un tarif supplémentaire sur les marchandises à destination de l'Alaska, rendant déjà une chaîne d'approvisionnement coûteuse en raison de la distance encore plus onéreuse. Si les péages étaient élevés, certaines entreprises de fret pourraient changer de route ou réduire leurs services. Les alternatives étant limitées, les expéditeurs pourraient tenter d'envoyer plus de marchandises par voie maritime pour éviter les routes à péage, mais les ports et les navires pourraient ne pas absorber ce changement soudain de manière fluide. Une imposition soudaine de frais pourrait également mettre sous pression les petites entreprises de l'Alaska qui dépendent des livraisons de camions ponctuels. La chaîne d'approvisionnement de l'Alaska est déjà fragile, même sans péage, l'État faisant face à des défis liés aux conditions météorologiques et aux longues distances. Un frais ou une contrainte administrative supplémentaire à la frontière de la Colombie-Britannique pourrait introduire de nouvelles frictions. Il est cependant important de noter qu'en termes de volume, la majorité des marchandises transportées par mer ne seraient pas directement affectées. L'impact serait particulièrement marqué pour les marchandises sensibles au temps et spécialisées, comme les produits frais ou les équipements d'urgence qui ne peuvent pas attendre un transport par barge. Si les mesures de péage de la Colombie-Britannique s'étendaient à d'autres modes, comme les frais sur les ferries le long de la côte, le tourisme pourrait en ressentir l'impact. Une des hypothèses évoquées était la rétorsion contre les navires de croisière à destination de l'Alaska, la Colombie-Britannique, pouvant envisager des frais portuaires ou des restrictions compliquant les itinéraires de croisière, puisque pratiquement toutes les croisières vers l'Alaska s'arrêtent en Colombie-Britannique.
Toute friction dans les opérations de croisière pourrait entraîner moins d'arrêts dans les ports canadiens ou des changements réglementaires aux États-Unis, ce qui pourrait réduire l'attractivité ou la facilité des croisières vers l'Alaska.